Amis des petits testeurs astucieux en tout genre, bonjour. Il y a quelque temps, sur le groupe Facebook, un internaute a mis en ligne un article d'une revue australienne d'électronique de 1998 qui montrait la description d'un petit testeur appelé ici K7205 qui est un testeur, ma foi, assez astucieux et original, qui répond ici à son nom original de testeur en circuit de LOPT FBT, ce qu'il faut comprendre par Line Output Transformer et Flyback Transformer. C'est quoi l'idée de ce testeur? C'est de pouvoir tester facilement et sans tout démonter, en gros, des transformateurs du style de ce qu'il y avait avant, bien sûr, dans les anciennes télé cathodiques, la partie qui faisait la haute tension et tout ça, ou de façon plus générale, et ce qui, à la limite, nous intéressera plus maintenant, les transformateurs, surtout les enroulements primaires, des transformateurs d'alimentation à découpage. Alors, on va le voir, le principe de ce petit testeur est, ma foi, plutôt original, je trouve, et assez sympathique. Et je pense que ça vaut le coup d'en faire une explication et aussi de le présenter, comme on va le voir, je l'ai monté, et je pense que ça viendra s'ajouter à ma panoplie. Alors, pour info, l'article ici, ce PDF-là, en commentaire de la vidéo, je l'ai mis en lien, je l'ai mis en téléchargement sur mon site. L'article est en anglais, mais enfin voilà, je vais vous expliquer, je vais dire un petit peu un résumé. Alors, on peut bien sûr le monter dans le boîtier qu'on veut, mais en gros, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, comme on peut le voir, il y a 8 LED, 3 rouges, 2 jaunes, 3 vertes. 2 sondes de test et éventuellement un bouton d'interrupteur, sachant qu'on peut l'alimenter soit avec une alim, comme ce que j'ai choisi moi, soit avec des piles. Ça s'alimente en gros de 6 à 9 volts. Alors on va le voir, quand on l'allume, il n'y a que la LED 1 qui s'allume, et le nombre de LED allumés va donner en gros une idée, on va dire, de la qualité derrière, donc comme on va le voir, de la self, qui est en mode, sachant que si il y a un court-circuit, quelque chose de très basse impédance, il n'y a rien qui s'allume. Alors je sais que ça peut paraître comme ça un petit peu bizarre, mais on va plus comprendre quand on va regarder le schéma. Là, par exemple, ce qu'on peut relever comme oscillogramme, on le verra tout à l'heure, par exemple sur une self qui a justement un enroulement et ce qu'on appelle un facteur de qualité plutôt bon, c'est-à-dire que le circuit oscillant à chaque impulsion va derrière, je veux dire, self-osciller sur sa fréquence de résonance propre et donc donner un très grand nombre d'échos, si on veut, un petit peu comme ça. Et le même transformeur, par exemple, s'il est en court-circuit ou mauvais, on donnera beaucoup moins. Et ce que fait ce petit appareil, justement, c'est qu'il compte en gros combien, suite à une impulsion, on a un petit peu d'écho, si on veut, d'oscillation comme ça, et ce qui donne une idée de la qualité du biniou. Alors, on va pouvoir bien sûr voir là le schéma de cet appareil, et on va voir qu'il se comprend plutôt bien, et ma foi, il est plutôt bien conçu. Alors, si on part de la gauche, là, on a l'alimentation. Donc lui, il a choisi d'alimenter ça avec ses 4 piles AAA de 5 volts, ce qui fait 6 volts. Bon, enfin voilà, on va le voir que relativement indépendant de la tension d'alim, sachant qu'éventuellement, on peut être amené à adapter les résistances là, pour pas surcharger le circuit logique de sortie. Mais enfin voilà, ça marche bien. Enfin moi, je l'ai bien testé le mien, de 6 à 9 volts, ça marche très bien. Bon là, il y a un petit découplage de la lime avec ce condensateur de 100 microfarad. Alors, la première partie qu'on voit là, qui utilise une moitié d'un double comparateur de légende, le LM393, est le système qui va donner les impulsions. On reconnaît typiquement un multivibrateur instable basé sur un trigger de Schmitt, dont je vous ai déjà parlé. On voit que le pont diviseur là de 2 résistances fait un point à la moitié de l'alimentation. Ce point varie aussi grâce à cette réaction positive, très classique, voilà, de l'entrée sur l'entrée plus. Alors, pour comprendre comment ça marche, mettons-nous au démarrage. Donc au démarrage, ici j'ai la moitié de la tension d'alimentation, mettons 3 volts. Ici le condensateur est déchargé, donc en gros j'ai 0. Là, l'entrée, elle est en l'air. Je rappelle que c'est une sortie collecteur ouvert sur le LM393. Il y a ces 2 résistances ici et cette résistance de 2 mégohms. Voilà, il y a un courant qui passe et qui charge ici le condensateur. Donc ce condensateur, il charge. Et quand il arrivera ici à la tension, qui sera un petit peu plus de 3 volts, parce que voilà, avec cette résistance-là, il y a
la tension ici augmente un petit peu, et ben qu'est-ce qui va se passer? Le comparateur va se basculer, la sortie ici va quasiment se retrouver à la masse, ce qui va avoir pour effet de décharger très rapidement le condensateur via R5 et D1 ici, hein, et on peut voir que la résistance là est beaucoup plus faible, là, ce qui fait que cette décharge va être beaucoup plus rapide que la charge, ce qui fera vraiment une impulsion assez courte. Et en même temps, on peut voir que grâce à cette résistance là, la tension ici va aussi un petit peu baisser, ce qui permet d'avoir des seuils de basculement francs. Je vous renvoie sur les vidéos que j'ai fait sur les triggers de Schmitt. Et en même temps, cette impulsion ici négative, va rendre passant le transistor ici Q1, qui est de type PNP, monté en émetteur commun. Et donc, au moment de cette impulsion-là, lui, il va complètement saturer. Et donc, voilà, faire passer, c'est comme si c'était un interrupteur fermé quelque part, entre le plus ici et cet endroit. Donc voilà ce qu'on peut dire pour cette partie-là, en fait, qui est la partie de génération des impulsions. Et donc quand ce transistor ici sature, via ici ce pont diviseur, il va y avoir là donc une impulsion positive, impulsion qui, comme on peut le voir, est écrétée par cette diode N4148, et de façon à pas tellement dépasser, je veux dire, une tension de seuil. Et ça, comme on le verra, c'est fait exprès, dans la mesure où l'idée est de ne pas déclencher, vu que c'est un test en circuit, les éventuelles jonctions semi-conducteurs qui peuvent être présents, qui permet en effet d'essayer de mesurer en partie que la partie massive de... Donc ensuite, via ici ce condensateur, on arrive là sur la sortie. Et l'idée, c'est que si ici il y a une self, on va avoir, via cette impulsion-là, typiquement, ce train d'impulsion qu'on voyait tout à l'heure, à mesure où ça va faire un circuit oscillant, et ce circuit oscillant via sur sa fréquence de résonance propre, qui est donnée par la fameuse formule de Thomson, racine de PLC, je me rappelle bien. Alors comment on le détecte justement, ce train? Là, on va utiliser la deuxième partie du comparateur, qui va justement regarder le nombre de transitions avec une tension quand même relativement faible à la sortie ici. Et derrière, ce circuit très connu de la série 4000 CMOS, qui enregistre décalage. Alors, comment ici ça fonctionne? Là, c'est pareil, on peut voir là une sorte de pont diviseur qui donne ici une tension de 0,6 volts, qui est la tension de seuil de la diode, et la tension qui elle-même passe ici dans ce pont diviseur. L'idée, c'est qu'on polarise ici l'entrée à une tension qui est finalement quand même très proche de l'entrée, alors je ne sais pas exactement combien, mais enfin, on va dire, la différence entre les deux entrées ici est relativement faible. Ça va permettre de détecter les alternances, je veux dire, relativement faibles, qui sont transmises ici par ce condensateur-là. Donc, on va dire, ces oscillations viennent s'ajouter à la tension ici, et quand elles ont un niveau suffisant, déclenche ici ce comparateur, qui lui-même a aussi encore cette contre-réaction positive, qui permet, avec cette résistance-là, de le faire marcher encore une fois comme un trigger de Schmitt pour avoir ici des impulsions clean. Ces impulsions, elles font quoi? Elles déclenchent ce registre à décalage et qui va, à chaque impulsion, décaler la donnée d'entrée sur les sorties. Donc, ce registre à décalage, pour mémoire, il est fait de plusieurs bascules en série et qui, je veux dire, sont commandées par une horloge, unique. Et l'idée, c'est qu'à chaque impulsion d'horloge, la donnée qui se trouve à l'entrée, se décale d'une bascule dans l'autre. Donc là, on peut voir que l'entrée, elle est toujours à 1, vu qu'elle est reliée ici au plus, ce qui fait que à chaque impulsion, en fait, il y a le 1 qui est ici, va se retrouver là, et puis il va se retrouver là, il va se retrouver là, et ainsi de suite. Ce qui fait que comme les diodes ici sont montées entre la sortie et la masse, ça allumera une diode à chaque fois. Alors bien sûr, pour que ça marche bien, il faut le remettre à 0. Au début de l'impulsion ici, grâce à C6 et R16 qui forment un réseau différenciateur, sur le front de l'impulsion, ça donne une impulsion de reset. Donc le reset remet à 0 toute la sortie des bascules là. Et après, à chaque fois que le système va détecter une oscillation, il fera avancer le 1, en fait, à chaque sortie, qui va aller là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on comprend bien que si à un moment donné ici, j'ai 3 oscillations, de résonance, j'aurai 3 impulsions d'horloge et qui feront avancer 1, 2, 3, et ça allumera ici les LED. Si j'ai plein d'impulsions, comme on le verra, ça les allume toutes. Alors bien sûr, le circuit 4015, là c'est un circuit CMOS qui a priori n'est pas censé donner énormément de courant en sortie. Enfin voilà, avec des LED modernes et en limitant un peu le courant,
ici, ça le fait bien. J'ai même trouvé, moi, que 1K, ça baissait un peu la luminosité des LED. J'ai changé les résistances, hein, j'ai mis des 680 ohms. Alors, ça lui tire un peu sur la tronche, le 4015. Enfin, d'un autre côté, on s'en fout un peu, on n'a pas besoin d'avoir des super niveaux logiques définis. Enfin, voilà, comme vous allez le voir, avec 680 ohms, ça le fait très très bien. Le reste de l'article donne la liste des composants. Il propose ici un PCB, un simple face, ma foi relativement simple. Et ce PCB, un internaute du groupe Facebook, a eu la bonne idée d'en faire fabriquer une dizaine. Et il a eu aussi l'extrême gentillesse de m'en donner un, ce qui m'a permis de monter le système. Donc voilà ici ce que ça donne. Bon, après, on a là comment eux ils l'ont monté. Hein. Il a choisi de faire ça avec des LED rectangulaires. Pourquoi pas? Maintenant, ça fait des découpes qui sont relativement pas faciles à faire. Il donne même ici une astuce pour se faire une bobine de test. Mais voilà, enfin, on peut aussi facilement trouver, hein, c'est ce que j'ai fait moi, des bobines qui permettent de le faire. Alors, regardons ça maintenant d'un point de vue pratique. Alors, passons au montage. Donc pour cela, je vais utiliser ce magnifique circuit imprimé que m'a donné Yann, très gentiment, qu'il a fait donc à partir, je veux dire, du document que je vous ai montré. Circuit d'excellente qualité. Alors en fait c'est un simple face, hein, si on regarde bien. Mais là, il a été fait, je veux dire, bon, avec des trous métallisés et des pastilles, je veux dire, de l'autre côté, ce qui donnera, je veux dire, sans doute une meilleure tenue mécanique. Mais voilà, je veux dire, c'est un circuit qu'on peut très bien faire, comme on peut le voir là, en simple face. Et bien sûr, le fait d'avoir fait dessus une sérigraphie permet très facilement de placer les composants. Bon, je ne vais pas filmer ça, il n'y a rien de spécial. Hein. Je rappelle, comme d'habitude, qu'on commence généralement par les composants les plus petits. Là, ça va être les diodes, après les résistances, et de façon à tout placer correctement. Alors, c'est parti pour un petit peu de soudure. Voilà, donc j'ai soudé tous les composants, ça se fait très très bien. J'ai mis aussi pour le transistor un support, hein, comme on peut le voir que j'ai fait avec 3 tulipes là de support, comme je vous ai montré, hein, on peut les récupérer facilement. Ça me permettra éventuellement aussi de changer le transistor, bien qu'il y ait peu de chances de cramer, mais aussi éventuellement d'essayer différents modèles. J'ai pas le BC327 original conseillé sur le schéma, mais à mon avis, au vu du schéma, un 2907 fera très bien l'affaire. Enfin voilà, si jamais j'avais un problème, éventuellement, je pourrais facilement le changer. Donc voilà, tout mis sur support. J'ai juste bien sûr, comme à mon habitude, rajouté ici une diode en parallèle sur la lime pour éviter les désastres en cas de branchement à l'envers. Et pour les connexions, j'ai mis ces fameuses pins là, que j'ai, je vous ai déjà montré, qui permettent facilement après voilà, d'y mettre des connecteurs comme ça pour rajouter les fils. Donc voilà, bon, je ne veux pas de LED rectangulaire, donc j'ai mis des rondes, mais ça fera très bien. Alors j'ai quand même fait aussi un petit changement, les résistances des LED. Sur le schéma, il préconise 1 kΩ. Bon, je trouve que c'est un petit peu haut, moi, ça fait baisser de la luminosité. Alors c'est vrai que ces circuits-là ne donnent pas énormément de courant. Enfin bon, j'ai mis 681, à mon avis ça sera bien. Ça dépasse peut-être un tout petit poil la puissance max du boîtier, mais enfin bon, comme c'est pas des mesures qui vont non plus durer des heures, je pense que ça ira très bien. Alors les circuits intégrés, j'ai trouvé un vieux 4015 là, en boîtier céramique, hein, on voit son date code de 78. Donc il est pas jeune le pépère, mais je l'ai passé au testeur, il est bon, et un LM393, lui probablement de 2000. Pareil, je l'ai testé, tout est bon. Donc on va pouvoir essayer le bignou. Ok, bon voilà le bignou terminé, hein. Je lui ai trouvé un petit boîtier vite fait, hein. J'ai fait ça rapidement. Et comme on peut le voir, ça fait quelque chose de très très propre. Alors j'ai pas choisi de l'alimenter par pile, parce que moi les trucs par pile, ça me fait chier. D'abord j'avais pas forcément le boîtier qui va bien, et puis en même temps, voilà, moi j'ai toujours une alim à disposition, et donc comme ça j'ai pas de problème de pile. Donc de toute façon ça peut s'alimenter tranquillement, on va dire de 6 à 9 volts, hein, sans aucun souci. Donc j'ai fait bien sûr voilà, les étiquettes Sirov qui vont bien, et ça fait un petit boîtier très sympathique. Alors on va déjà faire quelques tests. Voilà, donc je l'alimente là en 6 volts à peu près. Hein, voilà. Donc quand il n'y a rien de branché dessus,
et ben voilà, l'impulsion, il n'y a pas de rebond, il n'y a que l'impulsion initiale qu'on peut voir, et qui allume la première LED. Si on fait quelque chose de très basse impédance, où il n'y a pas de résonance, et ben ça éteint tout, hein, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, c'est ce qui arrive dans le cas d'un court-circuit. Voilà. Ensuite, on peut faire différents tests. Donc là, par exemple, une petite self de 10 mAh, et on voit que ça allume une LED en plus. Pourquoi? Parce que bah, voilà, elle n'a pas un superfecteur de qualité, hein, ce qui fait qu'il y a très peu de rebonds. Si je prends cette self-là, qui elle en a un bien meilleur, comme ça, là, on peut voir que voilà, ça allume vraiment à fond. Là, par exemple, on voit un transfo d'alimentation à découpage, hein, hors circuit. D'un côté, on a que 2 LED. Donc là, ensuite, selon les bobinages, voilà, là, on voit que ça va comme ça. Enfin voilà, le simple fait qu'il y ait quand même quelque chose, ça donne une idée. Alors, si on fait une mesure sur une vraie alimentation à découpage, voilà, hein, donc ici, on va pouvoir mesurer de chaque côté du transfo. Si on regarde, sur un des enroulements primaires, bah, on n'a rien du tout. Sur l'autre, on est plein pot. Pourquoi? Parce que bah, ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Puis là, c'est probablement, on va dire, l'enroulement principal. C'est quand même une information intéressante, parce que si le circuit était complètement coupé ou vraiment très endommagé, bah, on n'aurait certainement pas ça. Par contre, sur le côté secondaire, bah, voilà, on voit que ça n'allume rien du tout, ce qui est assez normal. D'abord, le secondaire, là, il est chargé. Et en même temps, il est voilà, à très basse impédance, donc voilà, ça allume rien. Enfin, c'est comme une info qui montre que c'est pas coupé. Mais enfin bon, là, c'est pas vraiment là, c'est intéressant. C'est surtout sur ce genre de mesure là que ce petit appareil sera quand même très utile. Alors voilà ce qu'on a si on met donc un oscilloscope là, à la sortie des sondes, hein, sans rien d'autre de branché. On voit comme on pouvait s'y attendre sur le schéma, donc cette oscillation, avec un rapport cyclique qui est vraiment très important, dans la mesure où voilà, on voit bien que la durée de l'impulsion par rapport à la durée entre chaque impulsion, hein, à la période, est très faible. On peut bien sûr mesurer la fréquence, hein, si on met ici des curseurs. On voit bien que le temps entre chaque impulsion, là, voilà, fait que c'est une fréquence de l'ordre de 13 Hz, hein, qui est vraiment quelque chose de très très bas. Ensuite, on peut regarder la durée de chaque impulsion. Donc, pour ça, on va balayer un peu plus vite. Et voilà. Et ici, on peut voir que le temps de chaque impulsion, hein, voilà, si on met ici les curseurs, donc on voit que chaque impulsion ici fait 1,8 millisecondes à peu près. Alors, une autre chose qui est très intéressante, c'est l'amplitude de cette impulsion, et on voit qu'elle est en gros de 600 millivolts à peu près, hein, avec une petite pointe là, mais enfin, dans les 600 millivolts. Et c'est intéressant dans la mesure où l'amplitude est en dessous, généralement, du seuil de déclenchement des semi-conducteurs, ce qui fait qu'elle ne sera pas perturbée par justement des jonctions, des diodes, des trucs comme ça. Et ça, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui est voulu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met justement une self, hein, celle qui, par exemple, voilà, allume toutes les LED? Et bien là, on voit très bien, ici, ce phénomène-là de résonance, et chaque oscillation, eh ben, pourra provoquer l'allumage d'une LED, hein, vu que à chaque fois, ça va donner une impulsion au registre décalage. Et là, on voit que vu le nombre d'oscillations qu'il y a, là, c'est supérieur à 8, donc ça alimente bien ici toutes les LED. Si je mets, comme j'ai mis tout à l'heure, ma petite self là qui en allume que 2, on voit que ça fait beaucoup moins d'impulsions et qu'il en compte par rapport au seuil de déclenchement que une de plus. Voilà, ce qui permet bien de visualiser le fonctionnement. Puis bien sûr, quand on est en court-circuit, voilà, alors on voit qu'il n'y a plus rien, ce qui est assez logique. Voilà pour ce 23e épisode de ma série Schéma. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc ce petit testeur, bon, c'est un petit complément, je pense, qui peut être intéressant pour certains dépannages, et il peut permettre de lever le doute, en effet, sur le fait que l'enroulement primaire d'un transformateur d'alimentation à découpage soit défectueux, coupé ou en court-circuit. Choses qui, finalement, même si ça arrive relativement rarement, peuvent quand même arriver. Il ne faut pas oublier que ce qui arrive parfois, c'est que le transistor de commande de ce truc-là se mette en court-circuit et fasse passer un tel courant dans le primaire que ça le coupe. Bon, c'est quand même pas la panne la plus fréquente, hein, faut être honnête. Mais enfin voilà. Et puis je pense aussi que voilà, ça valait le coup de faire ce petit testeur, parce que le concept est quand même éventuellement intéressant. Tiens, Maurice, ça va? Ton petit neveu vous a posé une question à toi et Pincette. Est-ce que vous alliez faire un enfant? Oh, oh. Et alors, qu'est-ce que tu as répondu?
Bah, que t'allais demander à la cigogne éventuellement de vous en apporter un. Lui, il a dit, vous devriez d'abord essayer avec une bite. Il y a vraiment plus de jeunesse. Hein. Bon, eh ben là-dessus, j'espère que vous avez passé un bon week-end. La météo était finalement pas si mauvaise que ça. Mais enfin, bon. Ça reste quand même beaucoup moins bien que ce que c'était. Que le grand LC vous fasse de belles oscillations amorties. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.